Vous écoutez Aligre FM 93.1. Pour ce 4e numéro, nous allons parler Côte d'Ivoire et plus précisément de France et de Côte d'Ivoire à l'occasion des 20 ans du bombardement de Bouaké le 6 novembre 2004 qui a tué 9 soldats français et un civil américain. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir le journaliste Emmanuel Leclerc. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Emmanuel Leclerc, vous êtes journaliste à France Inter, spécialiste des questions de justice et vous publiez Bouaké, haute trahison d'État, contre-enquête sur le meurtre de soldats français en Côte d'Ivoire aux éditions du Nouveau Monde. Vous revenez principalement sur les questions judiciaires de cette affaire ou plutôt sur les dysfonctionnements judiciaires, une contre-enquête en quelque sorte sur un dossier qui a été clos en avril 2021. Nous y reviendrons. Nous entendrons également Thomas Hoffnung, journaliste à La Croix et ancien de Libération, qui vient de publier chez Fayard Bouaké, le dernier cold case de la France-Afrique. Il ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui, du coup je l'ai rencontré il y a quelques jours et je l'ai enregistré. Le 6 novembre 2024, il est environ 13h20 lorsque 2 avions de chasse Sukhoi appartenant à l'armée de l'air ivoirienne survolent le lycée Descartes à Bouaké, dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'établissement scolaire abrite alors les soldats français de l'opération Licorne, une force d'interposition sous mandat de l'ONU, présente pour faire respecter un cessez-le-feu entre les forces armées nationales de Côte d'Ivoire et les rebelles installés dans le nord du pays depuis 2002. Un panier de roquettes est largué sur un bâtiment du lycée. Le bilan est lourd, 9 soldats français et un civil américain sont tués. Depuis 20 ans, plusieurs thèses s'affrontent. Qui a commandité ce bombardement ? Certains défendent l'idée d'un complot franco-français dont l'objectif aurait été de légitimer un coup d'État contre le président de l'époque, Laurent Gbagbo. D'autres, parmi les officiers français notamment, affirment qu'il s'agit d'une erreur, d'une bavure ivoirienne, à moins qu'il s'agisse d'une volonté d'officiers ivoiriens profondément anti-français dont l'ambition était de faire partir l'armée française et d'avoir les coups des franches pour reconquérir le nord du pays. On va écouter Thomas Hoffnung tout de suite nous raconter le contexte en septembre 2002. Laurent Gbagbo est alors président depuis 2 ans. Des rebelles venus du nord de la Côte d'Ivoire tentent de le renverser, échouent à le renverser à Abidjan, et par contre s'emparent de toute la moitié nord du pays, en quelques heures quasiment. C'est-à-dire l'armée ivoirienne s'effondre totalement, à part à Abidjan, donc où elle arrive à repousser les assaillants. Et la France est présente sur place militairement, tout simplement, il faut le préciser, parce que la Côte d'Ivoire est une ancienne colonie française, qui a des accords de défense qui ont été signés au moment des indépendances avec toute une série de pays, d'anciennes colonies, enfin de pays qui allaient devenir indépendants, dont la Côte d'Ivoire. Et donc il y a une base militaire permanente qu'on appelle le 43e BIMA, 43e bataillon d'infanterie de marine, donc c'est les troupes coloniales, qui sont présentes à Abidjan, dans un endroit clé tout à côté de l'aéroport international d'Abidjan. Et qu'est-ce qu'elles font, ces troupes, dès qu'il y a ces troubles, cette tentative de coup d'État? D'abord, elles sont surprises. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée que la France n'a rien vu venir, mais moi, il me semble qu'il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'elle a été totalement prise au dépourvu. Elle a réagi dans l'improvisation. Ça flotte à Paris, et dans un premier temps, ce qu'on demande aux militaires, c'est de s'interposer pour éviter que la situation ne dégénère totalement à Abidjan, notamment où il y a des milliers de Français qui résident sur place. Ce qu'il faut voir, c'est que les militaires français, leur priorité, notamment leur raison d'être et la justification de leur présence aussi dans tout un tas de pays, c'est de dire on est là pour assurer la sécurité, notamment protéger nos ressortissants s'il y a besoin. Bien sûr, c'est pas la seule raison, mais c'est la justification souvent officielle qui est donnée. Et donc les militaires français reçoivent pour instruction de s'interposer. Donc ils montent à peu près au centre du pays et ils vont créer une sorte de ligne de démarcation entre les rebelles qui tiennent toute la moitié nord, y compris la ville de Bouaké, qui est la deuxième ville de Côte d'Ivoire, et puis les loyalistes, le régime Gbagbo qui tient la moitié sud. En janvier 2003, des accords sont signés avec les rebelles à Marcoussis, en France. En fait, Laurent Gbagbo est mis devant le fait accompli par la France. Ces accords sont validés par l'ONU et prévoient notamment un cessez-le-feu et le désarmement des rebelles du Nord. Ces missions sont censées être supervisées par l'armée française et les casques bleus, mais les rebelles ne désarment pas. Las, 1 an et demi plus tard, Laurent Gbagbo envisage de reconquérir la grande ville du Nord, Bouaké, avec l'opération Dignité. Et à partir du moment où les rebelles refusent de jouer le jeu, les ex-rebelles refusent de jouer le jeu désarmé, à un moment donné, il se dit il faut tenter, je vais tenter la carte effectivement de cette nouvelle option qui m'est proposée par une partie de mon entourage, qui est de faire une opération militaire limitée pour rebattre les cartes. Donc les militaires commencent à préparer leur offensive. Entre-temps,
il découvre que son armée, elle était pas du tout préparée. Donc il a entrepris de réarmer son armée, et notamment avec l'irruption d'un intermédiaire français, un ancien gendarme qui a servi brièvement à l'Élysée sous Mitterrand. Et donc c'est lui qui joue le rôle d'intermédiaire et qui propose à Gbagbo opportunément de lui fournir des avions puis des techniciens et des pilotes, parce que c'est des avions de fabrication en l'occurrence soviétique ou russe. Et donc c'est lui Robert Montoya, qui va jouer les intermédiaires entre une société biélorusse et le régime ivoirien pour fournir des équipements à la Côte d'Ivoire. Et donc, fort de ces équipements, Gbagbo et son armée décident d'attaquer les rebelles, encore une fois pour une opération limitée, notamment pour prendre Bouaké. L'opération de reconquête débute le 4 novembre 2004 et des avions acheminés par le fameux Robert Montoya, des Sukhoi de fabrication russe pilotés par des mercenaires biélorusses, bombardent les positions des rebelles, dont certaines sont non loin du lycée Descartes, où sont stationnées les troupes françaises. Celles-ci ont l'ordre de ne pas intervenir jusqu'à ce 6 novembre 2004. Ce 6 novembre, vers 13h, les deux avions reviennent, effectuent plusieurs bombardements, et tout à coup, les deux Sukhoi passent au-dessus font ce qu'on appelle une première passe, c'est-à-dire une sorte de tour autour de la base du lycée Descartes. Et une deuxième, et là, tout à coup, il y a un des deux Sukhoi qui pique droit sur la base française et qui lâche un panier de roquettes. Qui déclenche, donc il y a des dizaines de roquettes qui tombent en plein milieu du camp français. Enfin, plus exactement, il y a plusieurs bâtiments en plein milieu, qui étaient des salles de classe en fait, et transformés en lieux de vie, des chambrées, la salle internet, une sorte de messe pour les officiers où on pouvait boire le café, etc. Et les roquettes tombent en plein milieu et fracassent ces bâtiments en enfilade. Le bilan est extrêmement lourd, il y a 9 morts français, une trentaine de blessés, mais dont certains très très grièvement touchés. Il y a aussi un civil américain qui était là, qui est venu, ça c'est vraiment le destin, qui est arrivé une demi-heure avant sur la base militaire française en pensant qu'il serait en sécurité. Emmanuel Leclerc, vous venez d'entendre un résumé des événements, un résumé forcément partiel, mais qui permet de restituer les choses. Comme je le disais au début, votre enquête s'attarde sur le volet judiciaire de cette affaire. D'abord, pourquoi avoir choisi cet angle ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette affaire ? Et quelles sont les questions auxquelles vous souhaitiez répondre ? Moi déjà, en fait, comme Thomas Hoffnung d'ailleurs, et on s'était rencontrés à cette époque-là, c'est que j'étais grand reporter, j'étais au service étranger de France Inter, et je suis arrivé, figurez-vous, en septembre 2002. 15 jours avant ce que vous avez rappelé opportunément, la partition de la Côte d'Ivoire avec cette rébellion qui a tenté de prendre le pouvoir à Abidjan, qui a échoué. Ça a été quand même 3 jours très très difficiles avec plusieurs assassinats, plusieurs centaines de morts. Et donc effectivement, la Côte d'Ivoire a été coupée en deux au moment où moi j'arrive. Donc je commence à suivre le dossier ivoirien. Et notamment, mon premier reportage en Côte d'Ivoire, c'est au moment où des légionnaires se déploient dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour tenter donc d'établir cette fameuse ligne de démarcation qui était en réalité une ligne Maginot, parce que on pouvait l'infiltrer, on pouvait passer, la traverser, aller mener quelques raids éclairs contre des villages. Et moi, à l'époque, quand effectivement je suis allé avec ces légionnaires, quasiment une dizaine de jours, ça m'avait énormément marqué parce que 3 jours avant que j'arrive sur place dans l'ouest ivoirien, du côté de Bangolo, pour ceux qui connaissent un petit peu la Côte d'Ivoire, qui à l'époque était un peu coupée du monde, du coup, c'était à 300 km d'Abidjan, et les légionnaires qui avaient quand même été sur quelques lieux d'affrontements, de guerre à travers le monde, étaient extrêmement choqués de ce qu'ils avaient vu quelques jours avant, notamment dans des villages où ils étaient tombés face à des mamans avec leurs bébés qui avaient été massacrés à la machette, par exemple. Donc cette ligne n'empêchait absolument pas les massacres. Alors des fois c'était un peu plus au sud, un peu plus au nord. À l'époque elle était totalement, elle n'était pas encore complètement établie. Effectivement, il fallait repousser les rebelles un peu plus au nord. Il fallait éviter que des milices du sud viennent s'en prendre à des villages suspectés d'être en lien avec la rébellion. Enfin c'était tout ça. C'était quand même très très impressionnant de voir ça quand on est allé en patrouille avec
les légionnaires, plusieurs fois, on sentait effectivement une odeur très particulière qui est celle des cadavres, et ils n'étaient pas dans le coin, ils étaient au fond des puits. Très clairement, et c'est ce que nous avaient indiqué à l'époque les légionnaires. Je le raconte ça au début parce qu'on a tendance à oublier, c'est une histoire oubliée tout ça. Et c'était important de rappeler quand même le contexte de l'époque avant d'arriver à cet apogée du bombardement de Boaké. On est dans une tension extrême en fait. Oui, et à l'époque, plusieurs ONG renseignaient tout ça, tous ces massacres interethniques, et on voyait que ça montait. Donc effectivement, cette espèce de ligne d'interposition, il y avait quand même plus de 4000 soldats français. L'ONU a mis un peu de temps, mais s'est mis en route. Et on a eu très vite une montée en puissance également des casques bleus qui sont arrivés. On est en 2004, avant d'arriver en novembre 2004, je crois qu'on est quasiment à 8000, 9000 soldats déployés de la force internationale. Et c'est quand même très important. On était un peu moins qu'en République démocratique du Congo, mais on était vraiment pas loin. Pourquoi ? Parce que, en partie, certaines sources en France, à New York, au siège de l'ONU, craignaient qu'on arrive à un deuxième Rwanda. D'accord. Mais du coup, quand on voit la situation sur le terrain, on se dit que la mission était presque impossible. La preuve, c'est que personne ne désarme finalement. Les rebelles ne désarment pas. C'était quand même une des conditions de l'accord de Marcoussis. Ouais, c'était la mission effectivement de l'ONU. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'argent de déployer à ce moment-là pour faire déposer les armes. La rébellion avait vu aussi que du côté de Gbagbo, dès le mois de mai 2003, c'est là que les premiers Sukhoi, d'ailleurs les Sukhoi biplace, les UBK, les Sukhoi 25 arrivent en Côte d'Ivoire. Donc évidemment que on précise, il n'y avait pas d'embargo en Côte d'Ivoire à ce moment-là, mais on les laisse clairement se réarmer. Bizarrement, l'ONU n'avait pas voté d'embargo pour la vente d'armes. Ce qui aurait peut-être évité pas mal de choses, ouais. Ça s'est armé du côté du nord, ça s'est armé au niveau du sud. Donc personne en réalité ne voulait désarmer. Chacun se renvoyait la balle en disant regardez au sud on achète des Sukhoi, et puis on parle des Sukhoi, mais il y avait aussi des Mi-24. Je ne sais pas si vous savez ce que sont ces hélicoptères de combat pareils de l'époque soviétique. C'est des machines de guerre effroyables avec des armements très puissants. Et à l'époque, d'ailleurs, tout le monde craignait beaucoup plus les Mi-24 que les Sukhoi, qui n'étaient pas très précis. Et donc, avec tout cet armement... Et donc, au nord, on se faisait livrer via le Burkina Faso. Il y avait d'autres filières établies, y compris du côté du Togo. Et effectivement, personne ne veut désarmer entre 2003 et 2004. Et Laurent Gbagbo, du coup, se dit, c'est bon, puisqu'on me laisse me réarmer, je vais aller reconquérir le Nord. Et donc, il déclenche cette opération Dignité qui se déclenchera autour du 4 novembre 2004 avec les premiers bombardements de ces fameux Sukhoi pour arriver à ce bombardement sur ce lycée Descartes. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Dès le lendemain de Marcoussis, quand effectivement la France, sous l'autorité française, puisque ça s'est passé en France, tous ces accords, on comprend à l'issue des discussions qu'il va falloir que Laurent Gbagbo accepte que le ministre de la Défense soit issu des forces de la rébellion. Et ça, évidemment, au moment où Laurent Gbagbo et son entourage, sa femme, ses ministres, ceux que l'on considérait déjà à l'époque comme les faucons de son régime, comprennent qu'il allait falloir céder le ministère le plus sensible et le plus stratégique à une rébellion qui avait tenté de le déposer 2 ans plus tôt. Vous imaginez bien que c'était totalement inimaginable. Et donc c'est bien ça qui a fait directement déraper le processus dit de Marcoussis, que dans les mois qui ont suivi, les diplomates de la terre entière sont arrivés à Abidjan pour essayer de recoller les morceaux, et que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, donc comme je le disais, Laurent Gbagbo décide de reconquérir le Nord. Alors on reviendra un petit peu sur les questions de pourquoi la France n'empêche pas Laurent Gbagbo finalement d'avancer. On arrive le 6 novembre, il y a ce bombardement. Première question que j'ai envie de vous poser suite à votre livre quand même. Qu'est-ce qui se passe sur place après les bombardements? Est-ce qu'on commence à enquêter? Parce que ce que vous dites dans votre livre aussi, c'est que bizarrement, dès le départ, il y a des incohérences par rapport à ce qui devrait se faire dans ce genre de situation. Il y avait en fait à Boaké, on est à
près de 200 km dans Abidjan, il fallait venir en voiture. Il y avait des gendarmes qui sont dans toutes les forces françaises déployées dès qu'il y a des missions à l'étranger. Il y a toujours ce qu'on appelle des prévôts, qui sont des gendarmes qui sont détachés auprès des forces militaires, puisqu'ils ont eux-mêmes le statut de militaire, et ils l'ont toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et donc à Bouaké, qui était en fait une annexe d'Abidjan, cette force d'interposition qui était importante. Et donc on avait prépositionné évidemment sur place des gendarmes pour les affaires en réalité classiques, de vol, de bagarres entre militaires, des histoires dans les bars, dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous faire un dessin, notamment des histoires de viol et tout ce qu'on veut, de prostitution surtout. Et donc évidemment ces prévôts-là en général gèrent ce genre d'histoire. Et là, on était totalement dans une configuration différente. Et le premier gendarme, déjà, qui se trouvait en fait à 5 minutes en voiture du lycée Descartes, il était au camp Baptiste, qui abritait le petit état-major de la force française, du GTIA, groupe tactique interarmes qui s'était déployé. Et donc, le gendarme, lui, était auprès de la hiérarchie militaire. Et quand il apprend évidemment qu'on venait de bombarder la base française, tout de suite, il a dit, moi je me rends tout de suite sur la scène de crime, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on ne savait pas ce qui s'était encore passé. Et donc là, on lui dit, non, c'est trop dangereux, c'est risqué. Les Sukhoi peuvent peut-être revenir. Et évidemment qu'au bout de 40 minutes, les Sukhoi sont détruits à Yamoussoukro. Donc il n'y avait plus aucun danger, entre guillemets, aucun risque de quoi que ce soit, sauf qu'on lui donne le feu vert à ce prévôt qui s'appelle Gérard Moricard, qui est aujourd'hui à la retraite. On lui donne l'autorisation au bout de 3 heures, simplement, de se rendre sur les lieux. 3 heures. Et pourquoi, selon vous, on lui donne... tout ce temps passe entre ce bombardement et le début de l'enquête, quelque part? Parce que c'est le début de l'enquête à partir du moment où ce prévôt se rend sur place. Parce que des militaires en opération extérieure, jamais la justice, jamais un gendarme qui est officier de police judiciaire n'est intervenu dans une affaire qui concerne une zone entre guillemets de guerre, une zone de combat. C'est jamais arrivé. Donc là, en gros, c'est un gendarme n'a pas à venir sur un acte de guerre. C'est la prérogative des militaires? Oui, absolument. Okay. D'accord. La DPSD, la sécurité militaire, ils ont leur propre organe interne pour gérer ce genre d'histoire. Et puis surtout, un acte de guerre, entre guillemets, ce genre d'incident se décide entre chefs des armées. C'est-à-dire ça se règle au niveau des États, entre les chefs d'État, entre en l'occurrence Laurent Gbagbo et Jacques Chirac. Là, on a un officier de police judiciaire qui estime qu'il est sur une scène de crime et qui veut aller faire les premières constatations parce que il y a des victimes. Donc c'est ce réflexe logique. C'est un monsieur qui a servi au Kosovo, qui a servi en Bosnie, et donc lui il essaye de faire son travail pour aller voir ce qui s'est passé, et surtout prendre trouver ce qu'on appelle faire des actes conservatoires, trouver les preuves que les militaires ont bien été bombardés, aller auditionner les premiers témoins, les survivants. Il y avait du travail. Et là, on lui dit non. Il ne s'explique d'ailleurs toujours pas pourquoi on a attendu 3 heures avant de le laisser. Ce qu'il a compris, par contre, quand il arrive sur place, c'est qu'il n'était pas le bienvenu. D'accord, il n'est pas le bienvenu. Et alors, l'autre question, c'est, là, on est à Bouaké, mais est-ce que Paris est prévenu? Alors, est-ce que la justice française est prévenue? Très rapidement, saisie. Évidemment que très rapidement, dès qu'il trouve des morceaux de roquettes, évidemment qu'il a les premiers témoignages, il voit ce qui s'est passé, il prend quelques photos, il a les corps qui sont encore allongés dans des sacs mortuaires sous un arbre à l'ombre, protégés par des tables. Et, on le rappelle, 9 soldats sont tués et un civil américain, et il y avait 38 blessés, je crois. 38 blessés, dont 35 soldats, absolument. 2 civils français qui s'étaient réfugiés là, comme le civil américain, parce qu'ils avaient été rapatriés le matin même, parce que il y avait la crainte, il y avait les bombardements, il y avait la crainte d'un embrasement avec des affrontements entre les FAFN, les forces rebelles et les forces loyalistes. Donc évidemment qu'ils avaient été rapatriés, ils étaient en plus on les avait mis à ce moment-là au niveau de l'infirmerie. En attendant que les avions fassent leur œuvre, et la roquette leur est tombée sur la tête.
Et donc la justice française, Et donc, elle est saisie rapidement. le gendarme en question, Gérard Moricard, au bout d'un moment, il dit qu'il demande à pouvoir utiliser son téléphone, le téléphone militaire, parce que le téléphone satellite, parce que toutes les communications, puisqu'il y avait l'opération de guerre quand même de reconquête, l'opération Dignité, vous l'avez dit, tous les téléphones avaient été coupés dès le 4 novembre sur Boaké, sur tout le nord de la Côte d'Ivoire. Et donc lui, son propre téléphone de service ne marchait pas, et donc il demande au commandement militaire français s'il pouvait utiliser, même pas 5 minutes, le téléphone satellite pour joindre le procureur du tribunal aux armées, qui était son supérieur, entre guillemets, hiérarchique, évidemment. C'est de lui dont il dépendait pour toutes les affaires classiques sur une mission comme ça à l'étranger. On l'autorise ? Non. Pourquoi ? Non, alors le chef de l'opération dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Boaké, qui était le colonel Patrick Destremaux, a expliqué que il avait qu'un seul téléphone militaire et que ça ne pouvait pas être utilisé comme ça, au débeauté, parce que déjà tout ce téléphone satellite était saturé par les ordres à donner à toutes les unités qui étaient déployées sur l'ensemble de la ligne de confiance dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, parce que évidemment, c'est vrai qu'à la décharge du colonel, à ce moment-là, on savait pas ce qui allait se passer, on savait pas. La France avait ordonné de détruire la flotte ivoirienne. Derrière, il y a des manifestations anti-françaises. Qui commençaient déjà à Abidjan. Ça va très vite, en fait. On ne savait pas vraiment totalement où en était l'opération terrestre. On ne savait pas si l'opération terrestre allait être stoppée, ce qui a été le cas. Dans les heures qui ont suivi, Laurent Gbagbo a décidé de stopper l'opération terrestre vers le nord. Donc, au moment, on est le samedi soir vers 20h, quand heure d'Abidjan, quand le gendarme tente de joindre Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on lui dit non, mais parce que déjà à ce moment-là, les forces qui sont à Boaké, c'est elles qui représentent l'essentiel des forces militaires françaises. Et c'était en train de commencer à chauffer à Abidjan. Et le général Poncier, qui commandait la force française, était déjà en train de dire à ses troupes au nord, là vous êtes en train de faire vos pactages et vous allez tous revenir sur Abidjan, parce que là, ça va être compliqué. Vous écoutez Aligre FM 93.1. On abordait juste avant la pause musicale la question judiciaire. Vous expliquiez que donc le premier prévôt qui avait souhaité enquêter avait été quand même pas mal retardé pour démarrer son enquête. Au final, quand commence réellement l'enquête judiciaire sur ce bombardement ? Alors justement, pourquoi ce prévôt s'engage comme ça à ce point-là ? Pourquoi il considère que c'est judiciaire et pas un acte de guerre entre deux pays, une force qui est là, internationale, et un pays souverain ? Parce que très vite, il se rend compte que là, on est avec des soldats qui sont des victimes. C'est pas des soldats qui étaient au combat. C'est ça qu'on oublie. Il n'y a pas la guerre entre la Côte d'Ivoire et la France. Voilà. Absolument. Et surtout, ces soldats n'ont pas échangé un seul coup, ils n'ont pas tiré une seule balle. Puis en plus, justement, pourquoi ces militaires-là, et pourquoi peut-être on les a oubliés ? Parce que c'était les soldats, vous savez, c'est pas justement qui vont au front ou qui vont au combat. C'est les soldats qui assurent la logistique dans une armée. Ce sont c'était des mécanos. C'est ceux qui réparaient les vieux 4x4 hors d'âge de l'armée française. C'est ceux qui allaient porter les rations dans les différents points de tout l'Ouest ivoirien, qui faisaient des fois des dizaines, des centaines de kilomètres pour aller ravitailler les unités comme celle des légionnaires que j'avais suivies moi pendant 10 jours. C'est quand même c'est des soldats qui étaient sur un groupement tactique. Oui, d'ailleurs, Thomas Hoffnung le raconte aussi. Il dit en fait, au moment où débute l'opération de Laurent Gbagbo, ils jouent quasi aux cartes, ils voient les Sukhoi passer. Enfin, on n'est pas du tout dans une situation de guerre. Totalement. Et donc ils se font bombarder. Donc ce prévôt, effectivement... C'est pour ça, ce prévôt, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un crime de guerre, quel que soit le responsable. Il se dit, on les a bombardés, ils faisaient rien, ils n'étaient pas en combat, c'était pas des unités des forces spéciales ou quoi que ce soit. Et voilà, lui tout de suite, il se dit, je vais enquêter sur ça. Alors donc pour répondre précisément à votre question, en réalité, il a réussi à joindre le procureur du tribunal aux armées au bout de 3 jours. Justement, là, le téléphone satellite était
avait moins de nécessité. Le colonel d'Estremont était parti avec quasiment les 3/4 des troupes à Abidjan. Et donc, au bout de 3 jours, il réussit très rapidement en fait, à voir le procureur qui confirme qu'effectivement, là, il ouvre une enquête, ce qu'on appelle en flagrance, et que donc, il fera rentrer dedans tous les actes conservatoires, les premiers actes, les premières constatations effectuées par le gendarme Prévost. Sauf que, quelques heures après, l'ouverture officielle de cette enquête par le tribunal aux armées de Paris. Il n'y a eu aucune communication d'ailleurs, y compris à Paris, là-dessus. Moi j'étais à Paris, je suivais ça depuis mon bureau à France Inter. J'ai jamais su qu'il y avait une enquête en flagrance qui avait été ouverte le 9. D'ailleurs on se disait mais quand est-ce qu'on va ouvrir une enquête? Est-ce qu'il va y en avoir une d'ouverte? Et quelques heures seulement après l'ouverture de cette enquête, après que le gendarme ait eu le procureur, on lui demande de partir, d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire. Ce qui est complètement incohérent. Il était tout seul. On parle d'une enquête criminelle avec 9 morts, 38 blessés. 10 morts, pardon. Et là, on lui dit il faut partir à Abidjan. Et vous allez sur les histoires des familles françaises qui avaient été agressées pendant les échauffements, pillées à leur domicile. Donc lui, il est gendarme, militaire, justement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit pas et il obéit. Et il descend à Abidjan. Et donc, il reste pendant plus d'une semaine à Abidjan. Et là, il n'appelle pas le procureur, il ne le prévient pas qu'on lui a donné cet ordre-là, sachant que cet ordre-là venait du chef, qui était un colonel des escadrons mobiles, qui était présent en Côte d'Ivoire, qui normalement n'aurait jamais dû lui donner cet ordre, justement parce que les escadrons mobiles ne sont pas des officiers de police judiciaire. Et lui, normalement, il n'y a que des supérieurs qui sont eux-mêmes officiers de police judiciaire dans la gendarmerie, le chef des prévôts, par exemple, qui était à Abidjan. Il n'y a que des personnages comme ça qui auraient dû lui dire de descendre. Là, on lui demande de descendre. Et donc, il passe 5 jours. Évidemment, il ne fait aucun procès verbal avec les familles françaises. Aucun. Rien. D'accord. Et on lui donne l'autorisation de remonter à Abidjan avec même du renfort. C'est sympa. Avec deux prévôts d'Abidjan pour remonter à Bouaké, pour aller reprendre ses investigations, parce que là, effectivement, la hiérarchie militaire, visiblement, s'était concernée avec la direction des affaires juridiques du ministère de la Défense à Paris. Et là, très clairement, le procureur a requalifié son enquête préliminaire pour des faits d'assassinat. Et il aurait très bien pu, le procureur en question, pendant les 8 premiers jours, ouvrir une information judiciaire, lancer une juge d'instruction indépendante. Mais il n'avait aucun élément, puisque il n'y avait personne sur place qui était... Personne n'avait réussi vraiment à le joindre. Il l'avait eu que très rapidement, 5 minutes. Il n'avait aucune vidéo, aucune image, rien. Et donc évidemment, le procureur, au bout de 15 jours, il ouvre officiellement le 22 novembre, je crois, de mémoire, son enquête. C'est terminé, on n'est plus en flagrance. Et à l'époque, la loi française faisait que... ensuite, c'est la ministre de la Défense qui a la tutelle sur la justice qui était militaire, donc à l'époque Michel Alliot-Marie, qui, au bout de 3 mois, finalement, décidera d'ouvrir une information judiciaire. Alors, donc là, ça implique des moyens bien plus importants. On désigne une juge d'instruction qui elle-même peut désigner une équipe d'enquête, en l'occurrence la brigade criminelle du 36, qui est des Orfèvres à l'époque, la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Là, on change de dimension. Mais au bout de 3 mois, au bout de 3 mois, oui. C'est un peu, je crois que ça doit être le record du monde pour l'ouverture de l'information judiciaire pour une telle affaire criminelle. Mais voilà, le contexte est très particulier. Thomas Hoffnung l'a dit tout à l'heure. On est sur un bombardement par une armée régulière d'un pays souverain, de soldats français, avec tout ce que vous avez rappelé de l'histoire entre la France et la Côte d'Ivoire. Sauf qu'en 3 mois, il se passe énormément de choses, et même en moins que ça. C'est-à-dire que même en 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, il se passe beaucoup de choses. Quand on décide... 10 jours même, en 10 jours même, il se passe énormément de choses. Quand on ouvre une information en flagrance, une enquête pour flagrance, comme vous disiez tout à l'heure, il y a quand même 2 questions fondamentales sur ce genre d'événement. Qui a commandité cette frappe et qui l'a effectivement effectuée? Et il y a un point extrêmement important dans votre livre que vous essayez de comprendre. Il s'agit d'un épisode qui continue d'alimenter d'ailleurs la thèse du complot franco-français, à savoir la fuite des pilotes biélorusses qui ont bombardé le camp français. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet épisode hallucinant qui va se dérouler dans les 10 jours après le bombardement?
Le mercredi 16 novembre 2004, à la frontière togolaise avec le Ghana. On est à plus de 700 km d'Abidjan. C'est le Ghana qui sépare la Côte d'Ivoire du Togo. Et là arrive un minibus avec à l'intérieur 8 blancs, certains au crâne rasé, avec deux Ivoiriens. Et ils se présentent et ils disent qu'ils sont des mécaniciens agricoles qui fuient le conflit ivoirien. Mais qui n'ont pas vraiment des têtes de mécaniciens agricoles. Je ne sais plus qui disait ça dans l'un de ses livres, parce que avec Thomas Hoffnung, vous sortez le même livre. Il disait, je ne sais pas s'il y a des têtes de mécaniciens agricoles, mais en tout cas, on se doute que ce n'est pas vraiment des mécaniciens agricoles. Et donc, les policiers aux frontières, évidemment, voient arriver ça et se disent, oulala, c'est quoi cette histoire et donc, ils préviennent le ministère de l'Intérieur togolais. Ça remonte très vite au service de renseignement intérieur togolais et il se trouve que en plus les Biélorusses, ils en avaient eu déjà un certain nombre 15 jours avant qui étaient arrivés, qui avaient demandé des visas pour travailler à Lomé, mais là pour des techniciens d'aéronautique pour réparer des MiG-23 que la Côte d'Ivoire n'avait pas voulu parce qu'on le fameux Robert Montoya et puis d'autres en fait intermédiaires avaient tenté de refiler à la Côte d'Ivoire des MiG-23 qui étaient hors d'état d'usage. Et comme on savait qu'elle allait avoir l'opération Dignité quelques semaines après, Robert Montoya les avait récupérés, les MiG-23, en disant moi je m'en occupe, je les rapatrie au Togo et puis je vais les réparer. Et je m'en occupe. Après, on verra qui les achètera ou si les Ivoiriens veulent les reprendre. Toujours est-il que donc 15 jours, 3 semaines avant, le Togo avait vu déjà arriver des Biélorusses. Les services de renseignement togolais, évidemment, sachant que c'était Robert Montoya qui s'en occupait, étaient dessus. Ça faisait 3 semaines. Donc là, on les appelle et on leur dit on en a d'autres des Biélorusses. Là, vous imaginez bien que, terminé, vous les amenez au siège du ministère de l'Intérieur. C'est carrément, on les amène au siège du ministère de l'Intérieur officiellement pour des vérifications d'identité. Et tout de suite, le ministre togolais en personne, François Boko, appelle. Personnage important sur ce moment-là. C'est essentiel. Vraiment, essentiel. Et son chef des services de renseignement intérieur aussi. Appelle aussitôt l'ambassade de France. François Boko connaît très bien le commissaire de police, puisque le ministère de l'Intérieur, il appelle le commissaire de police, mais il appelle aussi, juste avant, le chef de poste de la DGSE, qu'il connaît très très bien, puisque à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, les attachés de sécurité intérieure, les policiers, l'attaché défense, le chef de poste de la DGSE sont tous des conseillers également de la présidence togolaise, du ministère de l'Intérieur togolais, du ministère de la Défense. Donc c'est des gens qui évidemment se connaissent parfaitement. On est en 2004. La France avait encore beaucoup d'influence en Afrique de l'Ouest. Donc le ministre décide de prévenir tout le monde, quoi. Il dit, je préviens tout le monde, c'est clair que c'est en lien avec... Alors, ils font évidemment très vite... en plus, ils se rendent compte que les mécaniciens, les pseudo-mécaniciens agricoles ont des versions qui varient un petit peu. Et que tout de suite, évidemment, ils font le lien avec ce qui s'était peut-être passé à Abidjan 10 jours plus tôt. Il y a de l'argent qui est retrouvé sur eux aussi, vous le racontez dans votre livre ? Alors, l'argent qui est retrouvé sur eux, c'est un témoignage. Enfin, un témoignage, voilà. Parce qu'il se trouve que, effectivement, le chef de poste de la DGSE, Frédéric Verselder, s'est rendu au siège du ministère de l'Intérieur. Quand François Boko l'a appelé, il est allé très rapidement. C'était à 5 minutes de l'ambassade, donc c'était pas très difficile. Là, il arrive, il salue le ministre de l'Intérieur, François Boko, puis ensuite, il part avec un haut responsable du ministère de l'Intérieur. Il descend parce que les mercenaires sont dans la cour à l'intérieur. Il y en a certains qui jouent aux cartes. Ils n'ont pas l'air très stressés. Ils ne se disent pas qu'ils vont avoir des soucis. Donc, on avait déjà dû peut-être leur donner des assurances. En tout cas, je publie le témoignage de quelqu'un qui voit arriver Frédéric Verselder. Et effectivement, a priori, si ce témoignage est fiable, et je le raconte dans mon livre, parce que a priori, le témoignage est fiable, puisque cette personne, je l'ai rencontrée à 3 reprises, qu'elle sait très bien que j'aurais pu l'enregistrer. Qu'elle n'a pas varié de version. Qu'elle n'a pas varié de version à l'occasion des trois fois où nous nous sommes vus et parlé. Donc du coup, a priori, le témoignage est fiable. Et effectivement, Frédéric Verselder, à ce moment-là, voit... il se trouve qu'il parle russe. Voilà, c'est quand même un espion qui a une longue carrière déjà derrière lui. Il se rend compte que sur les passeports... Il voit les passeports, on lui montre les passeports des Biélorusses. Il n'y a pas de visa ivoirien, par exemple. Aucun passeport. Pour des mécaniciens agricoles.
Bon, y a pas de, Pas de visa. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de tampon. Pas de visa ivoirien, pas de Voilà, il n'y tampon. a pas de tampon. Et là, tout de suite, Frédéric Verselder se dit... Je ne sais pas ce qu'il se dit, hein, justement, mais en tout cas, on lui montre aussi les billets, des billets, des dollars, des billets qui sont neufs avec des numéros de série qui se suivent. Et donc ça, en général, quand vous avez des billets neufs et qui se suivent, là aussi, pour des mécaniciens agricoles, c'est un peu suspect. Puis l'élément important que vous dites aussi dans le livre, c'est que des billets comme ça permet aussi de remonter directement à qui a pris les billets, les a donnés éventuellement. Et qui a payé ces mécaniciens agricoles. Et donc peut-être Absolument, et donc possibilité de remonter au commanditaire. Parce que c'est ça l'histoire, c'est que à partir du moment... le problème, c'est, je suppose qu'on va y venir après, c'est que officiellement à Paris, on a les premiers télégrammes, et c'est vrai, hein, les premiers télégrammes disent juste que ces mécaniciens sont retenus 48 heures pour vérification d'identité, parce que de toute façon, le Togo n'avait rien contre ces gens-là. Ils n'avaient rien. Donc, du coup, effectivement, sur le papier, mais évidemment, au bout de 48 heures, en réalité, il n'y avait toujours pas eu de réponse de Paris. Donc, le ministre de l'Intérieur togolais s'est dit, vu la sensibilité du sujet, vu les doutes qu'ils avaient sur ces suspects, continuez à les garder en toute illégalité. Hein. Vous pouvez appeler ça de la rétention administrative. Ils les gardent pendant 10 jours. Voilà. Et ça, sur les procès-verbaux que j'ai pu lire, notamment de Michel Ayomari, de tous les des différents responsables qui ont été entendus par la justice ensuite à Paris, c'était... nous, vous savez, on a vu les procès-verbaux, alors certes, les télégrammes, pardon, mais on les a vus après. On les a vus après les 48 heures justement. Donc vous comprenez, c'était trop tard. Il s'était envolé. En fait, Sauf qu'il y a un télégramme notamment du 23 novembre. Là au moins jusqu'au 26. Il y a un télégramme du 23 novembre, DGSE, télégramme diplomatique, télégramme défense, que tout le monde prévient que les fameux Biélorusses qu'ils avaient eu 8 jours avant étaient toujours là, étaient toujours dans la région. Et très vite, Emmanuel Leclerc. Et là, personne n'a vu ce télégramme-là. C'est étrange, et surtout, très vite, hein, vous le racontez très bien, vous n'êtes pas le seul, c'est qu'en fait, on a identifié au moins l'un des pilotes. Ah non, alors pas à ce moment-là. Ah non. Là, pour le coup, personne ne sait que c'est vraiment... Non, vous dites qu'il y a moyen d'identifier ces pilotes. Pardon. Ça, oui, absolument. L'objectif, quand le commissaire, il s'appelle Claude Taxis, monsieur Sparet, c'est comme le prévôt, si lui n'avait pas été au cœur de l'histoire, dès le départ, on n'aurait rien su. Ce commissaire, il réagit lui aussi en officier de police judiciaire. Le ministre de l'Intérieur togolais l'a appelé, parce que quand il a vu que ça donnait rien du côté de la DGSE, il a appelé aussitôt le commissaire de police, Claude Taxis. Claude Taxis, on lui dit, j'ai à ta disposition des photocopies des passeports des suspects, je te laisse vérifier que c'est peut-être les suspects qui avaient bombardé la base française de Bouaké. Donc le commissaire, il sait qu'il y a l'armée française et puis qu'il y a aussi l'ambassade de France. Qu'est-ce qu'il fait ? Il demande à l'attaché défense, son collègue, de bureau à l'ambassade, ils sont à côté. Hein. Ils se connaissent très bien, ça se passe bien entre eux. Et il dit, Jean-Paul Battesti, colonel, et il lui dit, est-ce que tu peux voir avec Abidjan s'ils n'ont pas des photos des Biélorusses, puisque l'opération Dignité avait commencé, vous l'avez dit, le 4 novembre. Et évidemment qu'Abidjan, il y avait des photos des Biélorusses, puisque là où étaient stationnés les avions, on est passé très vite tout à l'heure, mais ils étaient surveillés. En fait, vous avez parlé du début de l'opération Dignité, c'est le 4 novembre, mais le 2 novembre, en fait 2 jours plus tôt, les avions, les Sukhoi qui étaient jusque-là depuis mai 2023, ils étaient à Abidjan, mais en fait, le 2 novembre, ils arrivent, ils se posent à Yamoussoukro, qui était alors en plus à mi-chemin entre Bouaké et Abidjan, au sud de la Côte d'Ivoire. Et du coup, ils se posent, et qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Ils se posent à peu près quelques mètres seulement du petit hangar où était stationné un mini détachement de la force française, qui était une force de renseignement, qui étaient des agents du renseignement militaire. Ils avaient un petit trou dans un mur, et ils avaient vu sur la piste de l'aéroport de Yamoussoukro, qui est quand même très longue, plus de 600 mètres, et la tour de contrôle était à 600 mètres, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les Sukhoi ? Et il y avait également un gros porteur, un avion gros porteur russe, qui se sont venus se poser juste à côté. Donc, ils avaient pu prendre les photos, effectivement très nettes en plus, de tous les pilotes, de tous les équipages. Donc, ils les avaient en gros plan, sans les casques, sans rien.
Et après, il y a eu un petit bras de fer qui a duré tout un après-midi quand même pour leur dire non, vous pouvez pas rester à côté des forces françaises. Ils sont allés se garer à 500 mètres. Mais de l'autre côté. Donc on a des images de ces pilotes. Quand le 16 novembre, le commissaire demande à l'attaché défense, normalement, si la logique avait été respectée, il demandait à Abidjan. Mais il faut savoir que ces photos-là du 2 novembre, elles ont été envoyées à Paris aussi, au siège de la direction du renseignement militaire. L'autre grand service de renseignement. Donc, il y avait deux possibilités de vérifier, de croiser, de recouper les photos des passeports, les photocopies des passeports, Togo, avec des photos très nettes de l'ensemble de, je sais pas, ils étaient une vingtaine à Yamoussoukro. Donc, ça prenait pas très longtemps pour croiser. Et en fait, ce qui s'est passé, justement, c'est que, officiellement, Paris n'a pas donné de réponse et personne localement n'a fait le recoupement, y compris avec Paris, avec le service de renseignement. Elle est là le cœur du scandale de cette histoire, c'est que justement, on n'a pas pu faire le recoupement. On n'a pas pu, on n'a pas voulu. En tout cas, on les laisse partir. Sauf que la justice n'a jamais voulu savoir ce qui s'était vraiment passé ce jour-là entre Jean-Paul Battesti, la Côte d'Ivoire et Paris, au siège du service de renseignement de la DRM. Alors, on continue de parler du bombardement de Bouaké avec notre invité, le journaliste Emmanuel Leclerc, et plus exactement de son volet judiciaire, ce dont on parlait juste avant cette pause musicale. Alors, dans cette affaire, rappelons qu'à l'époque de ce bombardement, en 2004, en France, Michel Alliot-Marie était ministre de la Défense, Michel Barnier, l'actuel Premier ministre, est aux Affaires étrangères et Dominique de Villepin est à l'intérieur. Tous ont été entendus à un moment donné. Non, pas Michel Barnier. Et pas Michel Barnier. Ce qui est incompréhensible. Merci de me rectifier. Donc pas Michel Barnier, mais Michel Alliot-Marie, Dominique de Villepin sont entendus. Et sur cette histoire de fuite des pilotes dont on parlait juste avant la pause musicale, ces pilotes donc arrêtés au Togo, qui sont gardés une dizaine de jours au moins au Togo. Oui, on ne sait pas que c'est les pilotes à l'époque, c'est des suspects. Voilà, c'est des suspects, mais Paris ne bouge pas. Enfin, Paris ne bouge pas, même laisse partir en fait ces pilotes, pour résumer. Quelle est la version de Michel Alliot-Marie et de Dominique de Villepin sur cette affaire ? Alors, quand les faits sont révélés un an après, Michel Alliot-Marie annonce dans les médias que c'est parce qu'on n'avait pas de mandat d'arrêt, qu'on n'avait rien contre ces gens-là, légalement, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas saisir la justice togolaise, on ne pouvait pas déclencher, même pas, ne serait-ce qu'une procédure d'entraide judiciaire. On pouvait faire absolument rien. Ça, c'est la version officielle qui a été donnée en 2006. Dominique de Villepin, lui, dira que de toute façon, il était au ministère de l'Intérieur, qu'il n'a rien su. La note du fameux commissaire, là, qui était à elle très très précise, qui faisait le lien avec le bombardement de Bouaké, se serait perdu dans les méandres du ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est crédible ? Il ne s'est jamais remonté au cabinet. C'est crédible tout ça ? Écoutez, le chef de la coopération policière à l'époque avait fait savoir à la juge que la note était remontée finalement au directeur général de la police nationale, Michel Gaudin, qui était quand même un proche de Jacques Chirac. Mais comme Michel Gaudin n'a jamais été entendu, voilà, Dominique de Villepin, lui, a donné le nom de son conseiller diplomatique pour dire que moi, on m'a jamais transmis le moindre télégramme. C'est vrai que les télégrammes n'étaient pas très bien foutus, je vous l'ai dit tout à l'heure. On confondait entre les histoires des premiers mercenaires, des premiers mécaniciens qui étaient arrivés 3 semaines avant. C'est vrai que le télégramme mélangeait les nouveaux arrivants, tout ça. C'est vrai qu'on ne comprenait pas grand-chose. Mais par contre, la note du commissaire Claude Taxis, elle était très claire. Très circonstanciée. Absolument. Et si vous voulez, le problème, c'est que la troisième juge d'instruction dans cette affaire a considéré que, au vu du fait que Paris n'ait jamais donné officiellement de réponse aux notes envoyées par l'attaché défense, par le commissaire, on savait que le chef de poste de la DGSE s'était épanché à des amis et à ses collègues en disant que Paris ne lui avait pas répondu non plus au niveau de la DGSE. Et la juge a considéré que ça ne pouvait être du coup qu'une concertation entre les 3 ministres pour laisser partir, fermer les yeux et laisser partir. Et c'est pour ça qu'elle une entente entre les 3 ministres. Voilà. Pour laisser partir, pour des raisons qui restent obscures, mais pour laisser partir. Voilà, sauf qu'elle n'a jamais entendu Michel Barnier, je vous l'ai dit. Voilà, elle n'a jamais entendu les directeurs de cabinet, mais parce que
très vite, elle a considéré que ça s'était pas passé entre les militaires au niveau local, avec Abidjan, alors que je vous disais que a priori il y a quand même eu des choses. Et elle a considéré que ça ne pouvait être qu'une décision politique dans cette histoire. Et elle s'est concentrée sur ça. Et donc, si c'était le volet politique, c'était plus elle. Ça devait être la Cour de justice de la République. Donc, elle a renvoyé tout son dossier. Elle a saisi la commission de la Cour de justice de la République, qui s'est réunie avec une commission et qui a décidé que, comme il n'y avait pas les preuves que les ministres étaient au courant, que c'était bien les pilotes, qui connaissaient les noms et tout ça, puisqu'il n'y avait pas les preuves, a décidé de... Alors que dans une enquête classique, si vous arrivez avec quelques éléments troublants, avec des suspects, des choses comme ça, normalement, vous ouvrez une information judiciaire et vous désignez un juge d'instruction. Ça aurait pu se passer comme ça à la Cour de justice. On rappelle que c'est 9 soldats français tués. C'est pas rien. Non, c'est pas rien, effectivement. Et ben là, on considère que les 14 ans d'instruction, les 3 juges d'instruction qui se sont succédés, visiblement, n'avaient pas bien travaillé et que ça suffisait pas pour ouvrir une enquête approfondie pour vérifier que les 3 ministres s'étaient bien concertés, parce qu'ils étaient quand même soupçonnés d'entrave à la manifestation de la vérité. Et puis en plus, en bande organisée, puisqu'ils étaient 3, c'était très très grave. Eh ben, on a décidé que non, il n'y avait pas les éléments suffisants dans une commission dont normalement l'avis n'est jamais donné aux journalistes, n'est jamais diffusé. Sauf que là, cet avis a été donné aux familles des victimes. L'un des avocats l'a publié en annexe de son livre, en l'occurrence l'avocat Jean Balland. Son livre, ça s'appelle Crime sans châtiment. Et cet avis, moi je m'en suis servi, je l'ai décortiqué, je l'ai analysé, je l'ai montré à des magistrats pour savoir s'il n'y avait pas un problème. Et il y a malheureusement, il y a beaucoup d'anomalies, de soucis à tous les niveaux, sur le fond, sur la forme, des éléments factuels faux, un rapport secret de l'ancien directeur de cabinet de Michel Alliot-Marie, François Molins. Que vous n'arrivez pas à obtenir. Vous racontez dans votre livre, effectivement. J'ai demandé à la Cour de cassation de me donner des éléments complémentaires. J'ai essayé de rencontrer les magistrats qui avaient décidé de rejeter la saisine de la juge. Personne n'a voulu me parler. Personne. Merci Emmanuel Leclerc. On va sortir de cet entretien en imaginant qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur cette affaire. Je rappelle le titre de votre livre, Bouaké, haute trahison d'État, paru au Nouveau Monde tout récemment. Nous arrivons au terme de ce quatrième numéro d'Horizon 21. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'Horizon 21 est une émission proposée un mardi sur 2 par Afrique 21 et Orient 21 sur Aligre FM 93.1 et à Paris, Île-de-France et partout ailleurs sur le site internet. Merci aux journalistes Emmanuel Leclerc d'avoir éclairé nos auditrices et nos auditeurs sur cette affaire. Un grand merci Emmanuel Leclerc. Un grand merci à Bruno Mondé à la technique et à Fabien Molon pour la programmation musicale. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Aligre FM, aligrefm.org. N'oubliez pas d'aller jeter un œil sur nos sites d'information en libre accès Orient21.info et Afrique21.info. Je rappelle d'ailleurs qu'Afrique 21 est en pleine campagne de dons. Je dis ça, je ne dis rien. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain numéro d'Horizon 21 et d'ici là, portez-vous bien. Afrique 21.